En toute liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler sport. Et puis, notre invité est un journaliste de renom, un journaliste sportif aujourd'hui, consultant. Ses analyses font pratiquement autorité dans ce monde du sport au Mali et puis même à l'international. Mesdames, Messieurs, notre invité est Djibril Traoré. Djibril Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Ils sont nombreux, ces Maliens qui demandent où était passé Djibril Traoré. Merci Alidou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Djibril est là, il est à Bamako. Oui. Depuis qu'il est revenu de son poste de conseiller d'ambassade à Paris. Je suis à Bamako, ça fait maintenant 5 ans. Okay. Voilà, je suis là. D'accord, donc pour les plus jeunes, qui est Djibril Traoré? Parce que c'est une voix qui était attendue, qu'on écoutait, qu'on aimait écouter, une fierté malienne, Djibril Traoré. Donc pour les plus jeunes, on va juste écouter ce petit extrait, Djibril Traoré. À mon avis, à part tout à l'heure des éclairs de Tokoto et Léa, il va sans dire que l'ombre de Salif Keïta plane sur ce stade où le grand seigneur d'Afrique de l'Ouest n'aura pas pu apporter son concours à la suite d'un accident et son équipe actuellement à la merci d'erreurs défensives se défend contre vents et marées. Tokoto, de l'extérieur V, non Manga, mauvaise récupération et la balle va sortir pour un corner. Le corner part, les Maliens sautent, Tokoto intervient de la tête. Essaye d'amorcer la contre-attaque, lance Léa dans le boulevard, Léa court, le slalom est entamé, Léa entre dans la zone de vérité, très beau tacle malien, Moké Diané d'un tacle glissé, extrait de danger sur cette pénétration absolument dangereuse de Léa. Djibril Traoré, vous donnez envie d'écouter ou de regarder un match de football. C'était quoi le secret de Djibril Traoré? La passion. Je crois que ça se résume à cela, la passion et aussi le travail. J'ai beaucoup appris avec mes aînés. Oui. Et c'est important. Mais vraiment, le résumé, c'est la passion. La passion. Donc, on va en parler donc, dans cette émission à 3 phases, 3 étapes. La première étape, c'est sur les traces de l'invité. On va le faire avec quelques photos de souvenirs que vous allez commenter vous-même. Et ensuite, nous allons parler aussi des questions d'actualité aujourd'hui sur l'élimination des Aigles du Mali pour le mondial au Qatar 2022. On va en parler. Puis parler aussi de l'avenir du football malien, de l'équipe nationale. Et puis, on va donner la parole à quelques Maliens qui vont vous adresser directement la parole à travers des questions directes, donc les questions directes des téléspectateurs. C'est bon pour vous le format, Djibril Traoré? Pas de souci. Oui, donc tout de suite avec la permission de la réalisation, rubrique, tout de suite générique, sur les traces de l'invité. Ok, c'était le générique sur les traces de l'invité. On regarde une première image. Oui, Djibril Traoré. Oui, ça c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 à Abidjan. Je crois que c'est le 26 mars si je ne me trompe. Okay. Et c'était la Côte d'Ivoire qui recevait l'événement. Et cette finale opposait le Cameroun au Nigeria. Et c'est le Cameroun qui a gagné.
Et c'était la première fois qu'on retransmettait en direct un match de football à la télévision malienne. Et j'avais eu cet honneur-là. Ok. D'accord, on va regarder une deuxième photo ou image. Oui. Ça, c'est dans les années 74-75. J'étais l'entraîneur de l'équipe de moins de 15-17 ans du stade malien de Bamako. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé, bien que j'ai joué un peu au football avec les Drissa Traoré Poker et tout ça. Il m'entend d'ailleurs, je lui dis bonsoir. Et ces jeunes-là, je crois qu'il y en a qui vont être reconnus là-dedans. Il y en a qui ont fait des parcours jusqu'en équipe nationale. Donc j'étais formateur aussi. Vous pouvez donner quelques noms puisqu'on ne voit pas quelques noms. Oui, il y a Gaussou Samake, il y a Dieng, il y a Mamadou Doubia, il y a Sidiki Diabaté, il y a Demba Diabaté. Bon, d'accord. Ok. Donc on va regarder une troisième photo. Oui. Alors ça, c'est les officiels de la Confédération africaine de football. Oui. Et je crois que là, nous étions au Gabon, si je ne me trompe pas. C'était en 2017. 2017, je crois. Donc, quand la compétition finit, on se regroupe pour faire n'est-ce pas, la photo de famille. Oui. Et je pense que c'est l'une des rares photos que j'ai faites et que je garde dans le souvenir. On regarde une autre image. Oui. Oui. Ça, je suis à la Mecque pour le pèlerinage. Je crois que c'est mon deuxième pèlerinage. Ça, c'est en 2009. J'ai eu la chance de faire 2 fois le pèlerinage parce que je tiens beaucoup à la religion, entre parenthèses. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi. D'accord. On va regarder la dernière image. Oui. Oui, il y avait une image où vous étiez diplomate. Là, oui. Donc, c'était aussi notre... oui. Absolument. Ça, je suis parti comme diplomate en 2012, décembre 2011 en fait. Oui. Et c'est le président Amadou Toumani Touré qui m'avait fait confiance, qui a pris vraiment la responsabilité sur lui de m'envoyer. Dans un premier temps, en fait, on s'était mis d'accord, je partais pour m'occuper des sportifs qui étaient en Europe, mais les choses n'étaient pas en place. Et je faisais parallèlement d'autres tâches, j'accomplissais d'autres tâches au consulat à côté. Et avant même qu'on puisse mettre tout ça en place d'une manière définitive, il y a eu les événements que vous connaissez. Les événements de 2012, et puis on nous a rappelé et puis moi je suis rentré. Voilà. Donc, Djibril Traoré, puisque nous sommes à l'international, suivi dans 44 pays, je vais brosser un tout petit peu votre parcours. Vous êtes journaliste et réalisateur à l'ERTM, titulaire d'un diplôme en journalisme, diplôme à l'École supérieure de journalisme en France. Vous avez commencé à l'ERTM très jeune, sur recommandation de Dionkunda Samabali, qui par hasard écoutait une de vos retransmissions des matchs de football sur cassette à l'époque. Absolument. Voilà, donc passionné de football très jeune, vous étiez aussi fasciné par le journalisme sportif dès le départ, et vous avez été aussi séduit et marqué par Kanté Aboubakar, journaliste sportif aussi au niveau de la Guinée-Conakry, qui est paix à son âme, que son âme repose en paix. À votre actif, Djibril Traoré, 20 ans, Cannes, je précise, Coupe d'Afrique des Nations, 20 au compteur pour vous, 6 Coupes du Monde et 3 Jeux Olympiques. Vous avez collaboré pendant une dizaine d'années avec la CAF, la Confédération africaine de football, comme instructeur infrastructure, coordinateur général, officier de sécurité, officier média ou commissaire. Et bon, on l'avait rappelé ici, vous avez servi aussi la diplomatie malienne, sous le magistère du président ATT, comme conseiller consulaire en France, et vous serez rappelé, vous l'avez dit, après le coup d'État de 2012. Chevalier de l'Ordre national depuis janvier 2015, titulaire de mérite sportif depuis octobre 2021. Vous avez aussi eu l'honneur de présenter aussi, en tant que journaliste sportif, le journal télévisé, le JT de l'ORTM. L'expérience a duré... combien d'années? À peu près 5 ans. Après 5 ans, correspondant aussi d'Africa numéro 1 de 1984 à 2000, d'ITV et de Sefi Urtna. Donc le parcours, il est très élogieux. Déjà, peut-être les téléspectateurs sont pressés qu'on rentre dans le vif du sujet, mais déjà, côté souvenir, quels sont des souvenirs qui vous viennent tout de suite à l'esprit, Djibril Traoré? Bon, le premier, c'est le souvenir des anciens de la Radio Mali. Ça n'a pas été facile de rentrer à Radio Mali, bien que j'avais été recommandé
à travers un travail fait. Ça n'a pas été facile. C'est une famille, c'est difficile de rentrer dedans. Et quand vous rentrez dedans, c'est difficile d'en sortir aussi. Okay. Et on m'a couvé. Mais je me suis laissé faire. J'ai accepté pas mal de choses. Vous savez, si vous voulez apprendre, vous êtes avec des anciens qui ont la tête sur les épaules, qui savent mieux que vous ce que vous faites. Il faut accepter beaucoup de choses. Moi, j'en ai accepté. J'ai accepté beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Okay. Parce que quand je pense que le Daouda Ndiaye, le Djibril Mbodj, le Lamine Koulibaly, Demba Koulibaly, Baba Diourté, Aïssata Sissé et tant d'autres, je ne pourrais pas les citer tous. Vraiment, je n'avais pas de problème avec ces aînés-là. J'ai accepté d'apprendre. Quand vous acceptez d'apprendre, vous acceptez aussi de subir. J'ai subi aussi. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai. Est-ce que vous avez subi à tel point ou à tel enseigne qu'à un moment donné, vous dites « j'abandonne » Non. Moi, je crois que je suis né dans l'adversité. J'ai grandi dans l'adversité. Je ne sais pas si je vais mourir dans l'adversité. En tout cas, ça continue. Mais je m'accroche. Et quand j'ai des adversaires, c'est là où je me défends mieux. Si le chemin n'est pas rocailleux, c'est-à-dire que vous marchez tranquillement. Et là, vous ne savez pas la valeur de ce que vous faites. Oui. Et moi, je me bats. Et je vais continuer de me battre. Il n'y a aucun problème. Oui. Et vous me demandez les souvenirs dans le travail, je vais vous dire... quand j'étais en Italie, à la Coupe du Monde 90, je crois que j'ai mon plus grand souvenir là-bas. Parce que moi, j'étais parti de moi-même. Moi, j'ai fait beaucoup de Coupes du Monde, mais c'est moi-même qui économisais et qui partais. Je suis parti en Italie avec 450 000 francs CFA en tout et pour tout. Alors, pour éviter les nuits d'hôtel, je visais les trains de dernière heure, la nuit, pour partir de ville en ville. Comme ça, je passe la nuit dans le train et je ne paye pas l'hôtel. Et quand j'arrivais dans les aéroports ou dans les gares, je crois qu'un de mes compagnons fidèles, c'est Mamadou Kouyaté, il vit encore, je le salue. La première des choses qu'il fallait faire, c'était de chercher les Maliens. Parce que notre frais de mission, par jour, c'était 10 000 francs à l'époque, en tout et pour tout. Le déplacement, la nourriture, l'hôtel, il y avait tout dedans. C'est Soumana Sago qui était le premier ministre à l'époque. Ça a tellement chauffé qu'on allait le voir un jour, Kouyaté et moi, pour lui dire, s'il ne révise pas, c'est pas bon. Il dit que c'est les textes. Okay. Mais après, ils ont ajouté quand même 10 000 francs. Ça, c'est après peut-être 6 mois, après cette rencontre-là. Okay. C'est pour vous dire qu'on s'est beaucoup battu. Et souvenir précis, quand je partais dans les conférences de presse, si je dis Djibril Traoré Mali, je me débrouille toujours à prendre la parole en premier, comme journaliste, dans les conférences de presse à la Coupe du Monde. J'ai dit Djibril Traoré Mali, les gens ne le savaient pas. Donc j'avais dessiné une carte sur un carton. J'avais mis la carte de l'Afrique, la carte du Cameroun, parce que les gens connaissaient le Cameroun, et par rapport au Cameroun, je montrais le Mali dans la salle. Et je posais ma question. Alors, j'ai dit que c'est une manière de contribuer à faire connaître mon pays. Et c'est là-bas aussi que j'ai fait la connaissance de Maradona, paix à son âme, Armando Diego Maradona, qui est devenu par la suite un ami, entre guillemets. Et à chaque fois qu'il me voyait, il ne connaissait pas mon nom, il disait Mali, Mali. Ça me faisait plaisir, vraiment. Oui. Mais est-ce que vous avez eu des félicitations? Parce que moi, je le disais en introduction, quand on écoutait la façon dont vous commentiez les matchs à l'époque, ça donnait envie de regarder, ou même d'écouter, parce que les gens écoutaient aussi en direct à la radio aussi. Est-ce que des gens voulaient forcément voir Djibril Traoré? Parce que souvent, à la radio, le mythe de la radio, on voulait voir à quoi ressemblait aussi Djibril Traoré. C'est la télévision qui nous a démystifiés. C'est vrai que
Les gens partaient même au stade à l'époque avec les postes radio. Ils regardaient le match, en même temps, ils nous écoutaient. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de Yacouba Ntoumini qui fait beaucoup de choses pour le sport malien. Le Malien qui réside en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaît maintenant. Alors, ce monsieur, c'était un jeune garçon qui quittait Niamakro, qui venait au stade et regardait un match de football, mais il regardait beaucoup plus Djibril que le match de football. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Il est devenu quelqu'un qui aide le sport. Alors, il y a même des gens qui m'ont proposé leur enfant en mariage, cadeau. Je vous dis, c'est pour vous dire que ce métier-là donne tout. Mais il faut savoir que faire. Il y avait la passion, il y avait la rigueur professionnelle aussi, à toute épreuve. Absolument. Oui. Absolument. Donc, Djibril, parlons maintenant de l'actualité. L'actualité, c'est l'élimination des Aigles du Mali qui n'iront pas au Qatar 2022 pour le mondial. Déjà, est-ce que vous avez été surpris par le parcours des Aigles du Mali dans ces éliminatoires? Non. Franchement, non. Moi, je n'ai pas du tout été surpris. Parce que, d'abord, on s'est trompé nous-mêmes. Vous savez, nous sommes tombés sur des équipes de seconde zone, entre guillemets, dans les éliminatoires. Le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Ça, quand même. Le Mali est un grand pays de football. Ces pays-là, c'est aujourd'hui qu'on dit, on rencontre ces pays-là, et puis le match ça chauffe, on gagne 1-0. Mais avant, c'était 5-0. Donc le niveau a beaucoup baissé. Donc quand on a éliminé ces équipes, on s'est vu trop beau. Alors que le niveau n'y était pas. On n'avait pas rencontré les grandes formations. Les grandes formations en Afrique, c'est quoi? C'est le Nigeria, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie. Vous voyez? Même la Guinée nous a battus ici, dans les éliminatoires de la CAN. Ils nous a battus. Enfin, on a fait match nul, ils nous ont battus là-bas, chez eux. Alors, c'est pour vous dire qu'on s'est vu trop beau. On a mis nos joueurs à un niveau qui n'était pas le leur. Il n'y a pas de joueurs maliens. C'est des enfants qui savent jouer au ballon. Hein. Mais pour arriver à un certain niveau, il faut avoir du cran, il faut avoir une certaine technique et il faut avoir de l'expérience. Dans notre équipe, à part Amari, le capitaine qui joue arène titulaire à part entière et qui est capitaine, je me demande, un tout petit peu Yves Bissouma, à part ces deux-là, est-ce qu'on n'a même pas de joueurs qui jouent dans un grand club, comme les CW à l'époque, les Djila? On n'en a pas. Et nos joueurs, ils ne sont pas titulaires dans leur club. Alors que la compétition, ça s'acquiert en jouant. Nous avons nos titulaires qui ne jouent souvent que 5 minutes, 10 minutes avant la fin des matchs. Mais chez nous, ici, ils sont titulaires. Mais il faut se dire la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Donc, on doit travailler. Le travail, ça se fait à la base. Je disais cet après-midi à quelqu'un que ce niveau qu'on a atteint aujourd'hui, c'est un niveau voulu par Salif Keita. Domingo. C'est lui qui a amené un centre de football d'abord dans ce pays-là. Sans Salif Keita. Salif Keita. Il est venu avec l'idée, en 82-83, on l'a combattu ici. En disant non, nous on veut des résultats. Il a dit non, il faut travailler à la base et partir tout doucement. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, le résultat est là parce qu'au moins nous comptons, nous nous qualifions régulièrement dans les CAN. Le Mali avait fait 24 ans sans se qualifier à une CAN, après 72. Alors c'est pour vous dire qu'il faut travailler à la base. Et aujourd'hui, on continue à dire que cette équipe-là est jeune, non, elle est très jeune, mais ce n'est pas vrai. Cette équipe-là est à sa 2e ou 3e CAN maintenant. Et des joueurs comme Amari, ils vont finir bientôt. Amari a 30 ans. C'est pour vous dire qu'on se leurre. Il faut travailler. Si on ne travaille pas, parce que nous avons un défaut au Mali. On ne peut pas travailler pour les autres. Nous, on veut travailler et avoir tout de suite le beurre et l'argent du beurre. Alors qu'il faut travailler sur le long terme. Il faut travailler sur le long terme. Vous faites votre temps, vous partez.
ceux qui viennent, ils vont récolter peut-être le fruit, ou bien ils vont aguerrir, ils vont s'aguerrir avec ce que vous avez fait, ils vont, comme on appelle, progresser là-dedans, et ceux qui vont venir derrière, ils vont ramasser le fruit. Mais ici, on ne sait pas faire ça. Nous, on veut tout de suite. Oui. Mais quand vous parlez il faut travailler, mais on a vu aussi qu'on était au niveau des juniors, le Mali était même à une finale de Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché après? Parce que ces mêmes joueurs sont retrouvés au niveau de la sélection nationale. Moi, je fais beaucoup de lectures. Oui. Des jeunes que vous appelez juniors, est-ce qu'ils sont juniors? Ça, c'est ma première question. Parce que si vous amenez un gosse de 23, 24 ans, de 30 ans même on a vu, et on lui colle, comme on appelle l'appellation junior, les moins de 20 ans, c'est faux. Ça, c'est ma première lecture. Est-ce que tous ces jeunes-là étaient vraiment des juniors? En Afrique, le problème, il est vraiment total et commun. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, est-ce qu'il y a un suivi? Il ne suffit pas d'avoir une équipe junior vainqueur de la Coupe d'Afrique. Il faut qu'il y ait un suivi. Un suivi non seulement dans le travail sur le terrain, mais en dehors du terrain. Si c'est les juniors, c'est quand même des enfants qu'il faut suivre. Il y a une hygiène de vie à respecter. Quand j'ai appris, pas plus tard qu'avant-hier, que les joueurs, après la défaite ici contre la Tunisie, ont cherché à aller en boîte, je suis tombé des nues. Après la défaite la défaite ici contre la Tunisie, je suis tombé des nues. Pendant que le peuple pleurait, tout le monde... Absolument. Il paraît que c'est Bassala Touré qui est monté sur ses grands chevaux, qui leur a dit, le premier qui va sortir ici pour aller en boîte, il aura affaire à moi. Mais là, c'était une partie remise. Le lendemain, comme ils avaient quartier libre, on en a vu en boîte. Il y avait au moins 6 ou 7 qui étaient en boîte. Donc, là, ça pose un problème même de conscience d'abord à ce niveau. Mais bien sûr, on ne maîtrise pas on ne mesure pas les enjeux. Mais c'est parce ça, qu'aujourd'hui, le football, c'est devenu même un enjeu géopolitique, par exemple. Mais comment? Imaginez si on s'était qualifié pour cette Coupe du Monde, les retombées politiques même. Le peuple, ça allait soulager le peuple. Et si je dis, il faut des gens qui connaissent le football, il faut les mettre autour du football. C'est devenu un enjeu important aujourd'hui pour tous les pays, surtout les pays en voie de développement. Alors, quand je vois que le président de la transition se déplace la veille du match pour aller voir les jeunes, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Depuis que j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai dit non. J'ai dit, le président, il est trop important. Les jeunes, ils ne savent pas la portée voilà, de ça. Oui. Le président, peut-être, c'est les gens qui lui ont dit de partir, c'est certain. Oui. Parce qu'il ne connaît pas. Oui. Mais moi, j'aurais été là, j'allais dire non. Épargnez le président. Parce que c'est la pression qu'il va aller mettre sans le vouloir. Bien qu'il ait dit lui-même, ce n'est pas pour vous mettre la pression. Quand vous faites le salut, si vous marquez un but, moi aussi, et tous les militaires, on vous salue. Ça, c'était très bien. C'était un message fort. Mais il aurait pu peut-être donner ça à quelqu'un pour aller dire. Parce que la présence du président, déjà, les jeunes en pensent à ça. Mais c'est grave. Vous voyez le petit qui a marqué contre son camp. D'abord, le petit, il ne devrait pas être là. Ce n'est pas sa place là. Il ne devrait pas être dans ce match. Il ne devrait pas être dans ce classement-là. À mon avis. Okay. Pourquoi? À mon avis, voilà. D'abord, de Sissako, hein, c'est ça? Sissako. Oui. Sissako, il est jeune. Il n'a que 20 ans et il n'a que 3 sélections. Il n'a jamais joué devant 60 000 spectateurs. C'est important. Il y a une certaine pression sur lui, qu'il le veuille ou non. Sur tous les joueurs, ils avaient tous une pression. Ça se sentait. Dans les 15 premières minutes, ces jeunes-là ne se sont pas du tout retrouvés. Ils cafouillaient. Pendant ce temps, c'est la Tunisie qui mettait sa tactique en place. Tout le monde sait aujourd'hui comment la Tunisie joue. C'est un bloc bas qui ne sort pas. Et nous n'avons pas de vélocité au niveau de notre attaque pour percer cette défense. Nous n'avons pas un bon tireur de coup franc pour marquer dans des situations. Mais ça se prépare. Ce n'est pas la faute aux jeunes, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Et
c'est ce que j'ai toujours dit. Le but, ce n'est pas le jeune Sissako tout seul. Hein. Il y a 4 facteurs qui rentrent en ligne. D'abord, le premier qui lui a fait la passe, lui, il a eu le ballon. Les milieux de terrain étaient mal placés, mais il leur a donné quand même. On lui a redonné le ballon. Il n'avait pas d'autre solution. Alors que dans de telles situations, il faut toujours qu'il y ait 2 ou 3 solutions. Lui, il n'avait pas de solution. La première qui lui est venue en tête, c'est de donner la balle au jeune Sissako. D'abord, c'est Kiki qui a donné à Sissako. Et Sissako, la balle est venue, il n'a pas contrôlé. La balle est venue taper sur sa cuisse et il a accompagné directement. S'il avait une certaine expérience, d'abord, il n'allait pas mettre dans le cadre du but. Il allait mettre. Donc, en vous écoutant parler, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'amateurisme, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de la hasard. moindre erreur peut se payer cash. Cash, mais c'est fini l'amateurisme dans le football. C'est fini. Et aussi, il y a l'état du terrain, parce qu'il y a le rebond sur la pelouse. C'est pourquoi je dis, il faut travailler. Le travail, ça ne se situe pas seulement au niveau des joueurs. Même la pelouse. Une pelouse anglaise, ça coûte des centaines de millions. Et il y a des gens spécialement qui s'occupent que de ça. Parce que la balle doit rouler sur la pelouse, mais pas de rebond. Mais l'état de notre pelouse ici, mais ce n'est pas possible. Donc nos jeunes, c'est des jeunes de centre, ils sont très techniques. Donc ça les handicape même. Et donc il y a tout ça. Et le gardien de but, il est aussi fautif parce que il est sorti pour aller réclamer la balle. Il ne devrait pas se trouver à cet endroit précis. Il n'était pas à sa place. Il n'était pas à sa place. C'est pourquoi quand le petit il a mis dans le cadre, lui il ne pouvait plus rien faire. Il a constaté les dégâts et puis c'est tout. Donc quand on dit travail, le travail il est... Mais les conditions de préparation, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Est-ce que tout ça participe aussi de la victoire ou de la défaite par exemple? Les conditions de préparation. Mais c'est important, c'est très important. Je vais vous donner juste un exemple. Abdoulaye Doucouré, qui joue à Everton, il est très bon chez lui. À Everton, il est très bon. Moi-même, j'étais d'accord qu'on le mette d'emblée, mais je ne savais pas ce qui s'était passé avant. Il paraît qu'Abdoulaye, il est venu juste 3 jours avant. Il n'a pas pu, en fait 3-4 jours, le premier, le dernier entraînement, c'est là qu'on l'envoie avec quelqu'un faire son passeport, alors que les autres sont en train de s'entraîner, la mise en place le dernier jour. Il est parti faire le passeport, il est revenu. Ce n'est pas en ce moment qu'on doit faire le passeport. Le passeport doit être fait depuis longtemps. Dès qu'il a donné son accord, ça veut dire qu'on doit prendre les dispositions. Dès qu'il arrive, tout de suite, le passeport est prêt. Mais venir le prendre de l'entraînement à l'entraînement pour aller faire un passeport, non. Vous le faites jouer. D'abord, il n'est pas habitué au climat d'abord. 1. Il n'est pas habitué à l'atmosphère. 2. Il n'est pas habitué à ses partenaires. 3. Et vous le mettez sur un terrain qu'il ne connaît pas. Il n'a eu que peut-être 1 ou 2 séances d'entraînement et la mise en place, il n'a pas pris part pratiquement. Mais vous savez, Alidou, le football est devenu mathématique. Nous avions l'habitude de dire dans nos reportages que le football n'est pas de la mathématique pure. Mais ça voulait dire autre chose que ça. Mais maintenant, le football est devenu scientifique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je le dis même publiquement, que le Mali ne se qualifiera pas. Que si on gagne à Tunis, ça va être un match nul. Les gens n'ont pas compris. Il y a eu trop de mécontents qui m'ont même appelé. Moi, je ne suis pas un apatride. J'aime trop ce pays-là. J'aime trop ce pays. Sinon, je serais parti depuis longtemps. On m'a sollicité. Même tout dernièrement, on m'a sollicité devant témoin. On m'a proposé $5 000 par mois. 5 000 $ par mois devant témoin, un journaliste malien qui nous suit en ce moment. J'ai dit non, je ne pars pas. Je ne suis pas à la retraite d'abord. Je vais attendre. Si je pars maintenant, même à mes petits-enfants, on va dire que Djibril a fui le pays, il est parti pour l'argent. J'ai dit je ne partirai pas. Donc que chacun joue sa partition. J'ai fait de l'analyse du match retour sur des bases concrètes. Je connais comment la Tunisie joue. C'est un bloc bas. Chez eux, même chez eux, c'est ceux qui jouent.
s'ils avancent d'un cran, c'est le premier rideau. Le premier rideau défensif de la Tunisie, c'est les 3 attaquants. Et nous, ça dit que nous n'avons pas d'ailier de percussion. Encore une fois. Nous n'avons pas de joueur de situation qui peut créer le danger à tout moment. Donc, ça dit que j'ai dit, non, on ne peut pas gagner cette équipe-là. Et aussi, c'est des grands gabarits. Un niveau très, très moyen quand même, hein, c'était vrai. Il n'y avait pratiquement pas d'occasion, pas de tir en 90 minutes. Absolument. Hein. Voilà, donc c'était laborieux. Ouais. C'était laborieux. Mais la tactique aujourd'hui, c'est la base du football. Les équipes préfèrent ne pas prendre de but aujourd'hui que d'en marquer. Et ça, c'est important. C'est pourquoi vous ne verrez plus des scores de 4 à 0. Maintenant, parlons sur le choix des joueurs. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a quelque chose à dire et à redire le choix des joueurs retenus peut-être souvent pour jouer les matchs? Ça se discute toujours. Un choix est toujours discutable. Okay. C'est l'entraîneur qui vit avec ses joueurs. C'est lui qui les connaît. Mais il peut se tromper. Nous sommes des observateurs, nous voyons de loin. Le Mali a 20 millions d'entraîneurs. Nous sommes tous des entraîneurs. Parce qu'on pense qu'on connaît tous le football au bout des doigts. Ce qui n'est pas vrai. Et le choix des hommes a fait très très souvent défaut. C'est vrai, il faut le reconnaître. Surtout dans les changements. Juste un exemple pour vous édifier, pour illustrer cela. Oui. Je n'ai pas compris moi. En Tunisie, avant-hier, le match est à 0-0. Nous, il nous faut gagner pour nous qualifier. À 15 minutes de la fin, le staff fait sortir 2 joueurs pour mettre 2 joueurs défensifs. Ça, je n'ai pas compris. Mais je ne vis pas avec l'équipe encore une fois et je n'étais pas à Tunis. Peut-être qu'ils peuvent nous expliquer, nous convaincre, mais moi, je n'ai pas compris ça. Parce qu'il faut marquer, c'était pas... Voilà. Donc, il faut aller. Il faut mettre des joueurs qui vont de l'avant. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Et ici, il y a aussi... Bon, le choix est discutable. Oui. Je ne m'apaisanterai pas là-dessus. Oui. Parce que nous avons un petit qui joue à l'Ali d'Égypte, Dieng. Il joue, il est titulaire à Al-Ali. Okay. Il connaît le football arabe aujourd'hui. Ils ont remporté les coupes d'Afrique avec ce petit-là, Al-Ali. Donc moi, dans mon esprit, ce petit, il n'a pas joué ici, mais au retour, il allait jouer. Okay. Camara aussi, qui est aujourd'hui un des titulaires indispensables de son équipe, il n'a pas joué. Il a été remplaçant. Il est rentré après. Je ne comprends pas ces choix, franchement. Je ne critique pas, mais je ne comprends pas. Okay. Oui, est-ce que Djibril Traoré, hein, le collège, on a vu un collège d'anciens joueurs, hein, d'anciens internationaux maliens, hein, et aux côtés du sélectionneur national. On a pensé, nous tous, hein, que cela allait un peu changer un peu la donne. Résultat des courses, hein, ça n'a pas bougé, ça n'a pas décollé. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a des choses à dire? Il y a problème. Ces anciens joueurs ne sont pas des entraîneurs. Moi, je les considère comme des psychologues qui vont parler à leurs petits frères pour les galvaniser. Je crois que c'est ça qui devait être leur rôle. Moi, je ne sais pas le rôle qu'on leur a donné. Je ne sais pas. Et on n'a pas défini ce rôle-là. Alors que c'est extrêmement important. Vous les avez appelés. Vous les avez confiés une mission. Oui. Mais quelle était cette mission-là? Oui. Parce que même si vous faites venir les meilleurs joueurs du monde, si l'entraîneur ne coopère pas, ça ne marchera jamais. Okay. Quel va être d'abord le rapport? Okay. Est-ce qu'ils vont s'immiscer dans le classement? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont s'immiscer dans le choix des clubs, des joueurs? Je ne pense pas. Parce que connaissant un Kanouté, un Sédou, un Bassala, ça m'étonnerait vraiment qu'il s'immisce dans le choix de l'entraîneur. Alors donc, il était là pourquoi? Pour galvaniser? Pour donner des leçons de morale? Pour faire... Je ne sais pas. Franchement, moi, j'aurais voulu connaître d'abord le rôle que ces entraîneurs-là, oui. Voilà. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité, moi, quand on a parlé de collège d'entraîneurs, j'ai dit, de collège comment on appelle, de joueurs, d'anciens joueurs, j'ai dit, c'est parfait. Mais il faut un collège d'entraîneurs. Il faut 2 ou 3. Ils vont avoir un rôle à jouer parce qu'ils vont pouvoir discuter
avec l'entraîneur. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des résultats. Ils connaissent le football. Ils peuvent discuter avec l'entraîneur. Ils vont tomber d'accord, mais le dernier, comment on appelle, la dernière parole revient. Le dernier choix, c'est l'entraîneur qui l'a. Djibril Traoré, un Malien sur place qui avait suivi le match, m'a fait cette petite confidence. Il me dit qu'il a vu qu'il y a même dans l'encadrement, bon, pas dans l'encadrement, il m'a parlé d'un budget marabout. Moi, ça va un peu tiquer. Il dit budget marabout. Je me dis, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je vais vous poser, vous, la question. Est-ce que ça existe, ça, budget marabout? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, je ne suis pas au courant. Je ne vais pas vous mentir. Je ne fais pas la langue de bois. Je ne suis pas au courant de ça. Franchement, moi, je ne suis pas avec l'équipe. Je suis loin de l'équipe. Je ne suis pas avec l'équipe, mais ça m'étonnerait que ces joueurs expatriés qui viennent acceptent des... Est-ce que la pratique existe? Pas pour ce match-là. Est-ce que vous avez eu écho de cette pratique-là? Au Mali, ici, ces derniers temps, non. Mais ça existait avant. Avant, ça existait. On voyait des gens même qui se déplaçaient. À Yaoundé, le Mali a amené tellement de marabouts et de féticheurs. Yaoundé 112, oui. Ah, oui, bien sûr. Ok. Pour vous dire que la réalité, d'abord, c'est sur le terrain. Voilà. D'accord. Djibril Traoré, avant de donner peut-être la parole aux téléspectateurs, déjà, vous avez connu, vous avez vu évoluer des générations de football, de joueurs maliens, des aigles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, les générations que vous avez vues succéder les unes les autres? Est-ce que vous avez une particularité, vous avez peut-être une sympathie particulière pour une génération par rapport à une autre? Et pourquoi? Oui. La génération Salif Keita, je crois que c'est la génération la plus douée. Parce que pour quelqu'un qui a vu Salif jouer, quelqu'un qui a vu Cheikh Fantamadi Diallo, le même, jouer, quelqu'un qui a vu Cheikh Fantamadi Keita jouer, quelqu'un qui a vu Bakary Traoré Alliance jouer, alors, ça c'était des messieurs qui avaient le sens patriotique, le talent, le courage, la détermination, la volonté et l'esprit patriotique. C'est-à-dire qu'ils pouvaient perdre, mais on ne pouvait rien leur reprocher. Cette génération est passée. L'autre génération qui a suivi n'a pas eu de chance. C'était une très grande génération aussi, la génération Brahma Traoré. Brahma Traoré, Poker, Abdoulaye Koumari Miller, Lassine Soumaoro, Dioufolo Traoré, Amadou Samake Vieux-Gaucher, Gassou Samake. C'était une génération dorée. Platini, Sédou Djera Platini. Ça, c'était des joueurs qui n'avaient même pas besoin, si vous voulez, d'entraîneur. Tellement ils étaient doués, tellement ils avaient le sens de la responsabilité. Un Poker, ces gens-là, ils savaient même... Non, tu ne pouvais pas imaginer qu'eux, ils peuvent sortir d'une défaite et aller en boîte. Ce n'est pas vrai. Pourtant, il y avait une rivalité énorme entre les clubs en ce moment. Djoliba, Stade et Real. On avait une bonne équipe nationale, mais manque d'organisation, manque de peau, on est allé nulle part. Parce qu'il y a eu des problèmes que je ne vais pas évoquer ici, qui nous ont empêchés d'aller là où nous voulions aller sur la scène continentale. Mais ces jeunes-là étaient forts. Mais après cette génération de Brahma, la génération de Brahma Blé, le Sanogo, cette génération aussi est arrivée, mais jamais cette génération, c'était la génération un peu perdue, qui savait peut-être jouer au ballon, mais pas autant que les deux premières générations que je viens de citer. Vraiment, pour quelqu'un qui a vu les Salif et les Brahma Traoré jouer au ballon, les jeunes n'ont pas eu la chance de les voir. Ça, c'était des métronomes, des gens qui savaient jouer au ballon. Et qui savaient, ça y est, que quand ils avaient le ballon, imagine les Issa Yatassay, les Gigla, mais c'est pas vrai. Même ceux qui ne savaient pas, ceux qui n'avaient pas de technique comme les Oumarba et tout ça, mais ils avaient tellement de cran. C'est-à-dire qu'en parlant d'eux, je les vois encore jouer contre une équipe comme la Guinée, des Chérif Suleiman, des Papa Kamara, des Chamousman Toulou, des Souma Soriba Idanti. C'est pas possible, ça c'était le derby ouest africain. Et
Quand j'en parle, j'ai la chair de poule parce que ça, c'était le vrai football. Après ça, vous n'avez pas vu notre génération briller. Pour vous, c'était la génération dorée du foot malien. Absolument. Tout le reste, pour vous, c'était que... On joue au ballon, on s'amuse. On s'amuse. Ouais. Ok, d'accord. On va maintenant aborder la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions directes. Nous, ce soir, nous allons donner la parole aux téléspectateurs pour qu'ils posent directement leurs questions à notre invité, à Djibril Traoré. Le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Il va s'afficher tout de suite sur l'écran, le petit écran, le 65 65 50 50. La réalisation. Oui, le numéro de téléphone 65 65 50 50. Djibril, bon, avant de peut-être que les téléspectateurs se prononcent, déjà vous, avec votre expertise, une expertise certaine, pratiquement une référence dans ce milieu-là, votre compétence dépasse largement les frontières maliennes, africaines. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez été touché? Est-ce que souvent vous êtes sollicité souvent pour donner votre expertise, des conseils? Parce que vous avez vu quand même, je l'ai rappelé, 20 Coupes d'Afrique des Nations, 6 Coupes du Monde, 3 Jeux Olympiques, c'est quand même, ça parle quand même. Non. Je préfère vous répondre franchement, non. À l'extérieur, on me sollicite souvent. Je donne mon point de vue. Un problème, on va en parler. Un téléspectateur au bout du fil, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, vous êtes en direct sur Djoliba. Oui, ça va? Oui, ça va. C'est quel nom? Présentez-vous. Monsieur Ali Koulibaly depuis Kati. Ali Koulibaly depuis Kati. Ok, vous avez Djibril. Notre invité est Djibril Traoré. Voilà. Vous avez des questions? Oui, allez-y. Moi, j'ai une question à Djibril Traoré. Oui, éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur. Oui, j'ai été le président. Oui, allez-y et posez votre question, parlez plus fort. Ah, d'accord, ça va? Oui. Djibril, ça va? Oui, ça va, merci. Allô? Oui, ça va, merci. Oui, je suis en direct. Allô? Oui. Moi, je vais poser une question à Djibril. Oui, allez-y, il vous écoute. Oui, Djibril vous écoute. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment on a pour le voir. Djibril Traoré, bonsoir. Ah oui, rapidement. Et puis, question posée rapidement. Ok. Maintenant, je voulais savoir les causes exactes de notre état de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Vraiment, parce qu'on a une équipe complète. Le manque de réalisme au niveau offensif, là, ça ne s'explique pas, quoi. Vraiment, ça défie tous les Maliens. Ok. Je voulais une réponse par rapport à ça. D'accord, merci. C'est ma question. Ok, merci, c'est bien noté. Merci. Au revoir. Oui. Oui, Djibril Traoré, et je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Voilà, il parle de l'absence de l'animation du jeu. Oui, un téléspectateur au bout du fil, bonsoir. Bonsoir. Djibril Traoré, oui, ce téléspectateur qui nous suit depuis Kati, le téléphone sonne, il sonne, Djibril Traoré, le football intéresse les Maliens. Bonsoir. Oui, on va répondre, on va essayer de donner des réponses à cette question. Il demande qu'est-ce que l'animation du jeu. Voilà. Il parle de la Coupe d'Afrique. Oui. La dernière, je pense. La dernière Coupe d'Afrique, on nous a éliminés en 8e de finale, si j'ai bonne mémoire. Oui, contre la Guinée équatoriale. Contre la Guinée, il y a un fait de jeu d'abord. Tout le monde est unanime dessus. On a eu un pénalty flagrant parce que nos jeunes sont inexpérimentés, ils n'ont pas réagi. Et l'encadrement est resté sur place sans réagir. Donc le pénalty n'a pas été accordé parce que l'arbitre n'est pas allé voir la VAR. Ça, c'est indéniable, tout le monde l'a remarqué. Mais au-delà de ça, les changements là aussi ne m'ont pas convaincu. Parce que tout simplement, on s'acheminait vers les tirs au but. Et nos francs-tireurs sûrs, c'est en ce moment qu'on les fait sortir et on les remplace par d'autres qui ne savent pas tirer les pénaltys. Alors que même les tirs de pénalty, ça se prépare. C'est pourquoi je dis que la préparation là, c'est un tout. On donne un pénalty à Falaye.
Amari a raté. On va donner à Falaï qui rate, mais parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à tirer les pénaltys. Tu ne vas pas venir du jour au lendemain dans un match au sommet comme ça et puis marquer des tirer pénaltys. Marquer. Ça se prépare aussi, hein? Ça se C'est prépare vrai que depuis... ça se prépare. Le pénalty, c'est à 11 mètres de la ligne de but, mais 11 mètres, c'est que tu as dans le dos comme pression. C'est énorme. Hein? Donc, Djibril Traoré est notre invité, hein, rubrique question directe. Hein, on va ouvrir le téléphone pour les téléspectateurs, hein, les amoureux du football. Le 65 65 50 50. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct hein, sur Joliba TV News. Hein. Ok, merci beaucoup. Je voudrais parler à Djibril Traoré. Oui, il vous écoute. Ouais. Alors moi, je voudrais savoir si depuis qu'il est au Mali, là, parce que je crois qu'il était en France d'abord. Oui. Depuis qu'il est revenu au pays, est-ce que la Fédération malienne de football lui a sollicité pour participer à une organisation d'une CAN ou bien en tout cas de l'ordre éliminatoire, lui solliciter quand même son aide pour cela. Est-ce que ça s'est jamais arrivé au Mali? Ok. Voilà, merci. Djibril Traoré, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que vous avez été sollicité depuis que vous êtes rentré du pays, par la Fédération malienne de football pour donner votre expertise, vos conseils? Un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, ça va? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Omar Balo. Omar Balo, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de la télé? Je vais parler avec Djibril Traoré. Oui, il vous écoute. Hein? Il vous écoute, Djibril vous écoute. Donc, je vais demander une seule mot seulement. Oui. Oui, il a parlé des joueurs anciens, il n'a pas parlé de Djili Ballon, il n'a pas parlé d'Abdelman Traoré du Félix, il n'a pas parlé de Farage. Bon, je veux savoir pourquoi. Avec Faraka. Ok. Bon, avec Alou Bagayougou, bon, je crois qu'il a parlé beaucoup de joueurs, mais il n'a pas parlé de ça. Moi, je suis un Gulbis. Ok, merci beaucoup Omar Balo, merci. Voilà, certainement, on ne peut pas tout citer. On peut pas retenir, voilà. Si je me mets à citer tous les noms, l'émission d'une heure là, ça va. Non, c'est juste ça. Sinon, merci pour les avoir rappelés. Les joueurs qu'il a cités, c'est des joueurs du camp qui sont dans le même ordre d'idée que ceux que j'ai cités, franchement. Ok, Djibril Traoré, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre à niveau le football malien? Parce que, bon, vous avez vu plusieurs générations de joueurs. Pour vous, les problèmes se situent à quel niveau? D'abord, au niveau organisationnel. Vous savez, maintenant, les postes au niveau du football sont devenus tellement importants et recherchés qu'on oublie le football. Ceux qui sont là se battent pour rester et ils sont prêts à tout. Ceux qui ne sont pas là, qui ont été battus, ils cherchent à tout faire pour venir aux affaires. Or, c'est des élections. Et tout le monde sait comment ça se passe des élections. Moi, on a l'habitude de me demander, mais Djibril, vous connaissez tout ça là, vous avez de l'expérience, pourquoi vous ne vous présentez pas? J'ai dit parce que moi, je n'ai pas d'argent. Il faut être clair. Si vous n'avez pas d'argent pour battre campagne et distribuer de l'argent, vous ne pouvez pas accéder à certains postes au niveau de la fédération. Pour être membre aujourd'hui du bureau fédéral, il faut avoir au moins une voix. Moi, je n'ai pas de voix. Je ne peux pas faire partie de la fédération. Mais j'ai dit, pour pallier cette situation, vous mettez un bureau électif en place. Ça veut dire, ceux qui ont assuré votre élection, vous pouvez mettre ce bureau-là en place. C'est normal. Mais former une équipe, des gens qui connaissent le football, qui vivent le football, et qui sont prêts à faire quelque chose pour le football et pour leur pays. Ces gens-là peuvent travailler parallèlement avec le bureau. Le bureau décide, mais ce sont ces gens qui travaillent. J'ai toujours dit ça aux différents présidents de fédération. Mais tant qu'on n'en arrivera pas là,
Parce qu'il faut des idées, il faut des nouvelles idées, il faut des gens qui connaissent le football. Et il faut travailler à la base. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut travailler à la base. Salif Keita a amené son projet depuis 1982. On a commencé à récolter le fruit quand? Eh bien voilà. C'est pour vous dire que, franchement, ça veut dire qu'il faut travailler, il faut accepter de travailler. Et travailler aussi pour les autres. Travailler pour le pays. Parce que travailler pour les autres, c'est travailler pour le pays. C'est travailler pour le pays. Peut-être que la fédération qui est là aujourd'hui est volontaire. Hein. Peut-être qu'elle veut bien faire. Mais souvent, elle se mélange les pédales. Il faut aussi qu'on se le dise. Parce que le président, il n'est pas, à mon avis, je ne suis pas proche, hein, mais à mon avis, est-ce qu'il a la même libre? Parce que moi, je me pose une question. Par rapport à cette question d'entraîneur, est-ce que Bavier a la main libre? Moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il a la main libre? Moi, je ne sais pas, hein, franchement. Si il n'a pas les mains libres, hein, qui peut avoir les mains libres? Parce qu'il est président quand même de la fédération. Oui, le président de la fédération. Oui. Mais avoir les mains... il y a une prise, comme l'impression qu'il y a une prise d'otage, hein, peut-être du football malien, par exemple. À quel niveau? Oui, c'est-à-dire, je n'accuse pas quelqu'un, hein, parce que je connais la position même du ministre. Hein. Ça, je vous le dis, franchement. La position du ministre? Ah oui, je connais la position du ministre. Le ministre, il veut que les choses marchent. Donc, si ça ne marche pas, il faut refaire. C'est ça la position du ministre. J'ai bavardé avec lui. Mais pourquoi les choses persistent et qu'il n'arrive pas à prendre une décision claire? La décision claire, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis qu'on a été éliminé, dès qu'on a été éliminé en Guinée équatoriale, il fallait remercier l'encadrement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il fallait soit remercier l'encadrement ou renouveler totalement sa confiance à l'encadrement et le laisser travailler. Mais nous, on est venus, on s'est enlisé dans des querelles intestines, dans des problèmes de canne, alors que les autres travaillaient déjà sur, comment on appelle, les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a pris du retard. C'est pourquoi, moi, ayant constaté cela, à 3 semaines, je voyais qu'il n'y avait rien, pas de mobilisation, rien. J'ai pris sur moi. Je suis monté au créneau. Parce que moi, ça me faisait 5-6 ans, je ne parlais pas. Je suis monté au créneau. J'ai dit, les journalistes, voici l'affaire, les vecteurs de communication. Essayez de mobiliser les gens autour de l'équipe nationale. Mobiliser les Maliens autour de l'équipe nationale. On est déjà en retard. Il ne reste que 3 semaines, rien n'est fait. Et là, je profite de votre micro pour remercier tous les journalistes. Ils m'ont tous suivi. Ils sont montés au créneau et le résultat, c'était les 60 000 spectateurs au stade. Et même là, quelle organisation! Regarde comment on a fait les billets, comment les gens ont été gazés devant le stade. Ce n'est pas normal. Le football, c'est une fête. On vient pour faire la fête. On ne vient pas pour faire comme au Nigeria l'autre jour où il y a eu mort d'homme. Non. Il faut cerner tout ça. C'est tout ça le football, c'est tout ça le travail. Les gens, ceux qui ont acheté les billets, ils ont acheté les billets par patriotisme pour essayer de galvaniser les gens, ceux qui n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent aller aussi au stade. Mais la distribution de ces billets-là, vous avez vu quelle organisation a été faite autour? Mais ce n'était pas possible. On a dit, il y a des billets à tel endroit, les gens vont là-bas, il n'y a pas de billets. Les Maliens sont bien, hein. Nous sommes sages ici. Hein. Sinon, vous dites qu'il y a les billets quelque part, nous on part là-bas, il n'y a pas de billets, mais les Nigérians ils cassent. Hein. Mais je te dis. Ah, mais je te dis franchement, c'est-à-dire qu'il y a trop de travail à faire. Donc l'équipe qui va peut-être remporter et revenir avec une Coupe d'Afrique, hein, pour vous, est-ce qu'on peut se projeter peut-être dans l'avenir? C'est dans combien de temps, par exemple? Dans 2 ans, 4 ans? Non, tant que les choses ne changeront pas, c'est à des années-lumière encore. Je vous dis franchement, il faut que ça change. On va aller en Côte d'Ivoire, je vous le dis dès aujourd'hui. Si on part en Côte d'Ivoire comme ça, on va se qualifier, hein, c'est certain. Ça aussi, je vous l'ai dit. On va se qualifier pour la CAN. Mais arrivé à la CAN, là, qu'est-ce qui va se passer là? Ça va être la même chose si on ne change pas d'ici là. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez dit que des joueurs qui, au lendemain des matchs et d'une défaite, partent en boîte? Et il n'y a pas de mesures disciplinaires, il y a un problème à ce niveau. Mais c'est ça. Et ces mêmes joueurs se sont retrouvés dans l'équipe à Tunis. Il y avait certains de ces joueurs qui ont été titularisés à Tunis. Je ne sais pas, je ne suis pas proche de l'équipe,
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi je ne juge pas mais comment on peut systématiquement. vous écarter, vous, Djibril Traoré, avec toute votre expertise? À ce niveau aussi, nous, on ne comprend pas. Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? Oui, parce que Je vous avez pense quand même pas. quelque chose. Vous êtes pratiquement une lumière dans ce milieu-là. Mais c'est pourquoi je dis souvent, quand j'ai l'occasion, ce que je pense. Ou bien parce que votre franchise, votre... Ah. ça peut déranger souvent. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu même à me dire qu'on a peur de toi. Nous avons peur de toi. On m'a dit ça, moi. Des décideurs qui sont au niveau de la fédération, certains m'ont dit, toi, c'est parce qu'on a peur de toi. Ces derniers temps, moi, quand ils ont des trucs à faire, des assemblées, comment on appelle et tout ça, on m'appelle pour aller faire le maître de cérémonie. Je ne dis pas non. Je viens, je fais ça et puis je m'en vais. C'est tout. Est-ce que vous avez des regrets sur le plan personnel, par exemple, avec, parce que le football malien est entre progression, régression, doute et incertitude. Est-ce que ça vous fait mal là Très, oui. Très, très, très mal. Parce que quand je vois le potentiel, quand je vois l'effort que l'État malien fait malgré les difficultés et les résultats qui sont là, ça fait très mal, très, très, très mal. Parce que le Mali, les primes que le Mali paye aujourd'hui, je te dis, il faut voir, dans la sous-région, c'est rare les pays qui payent. Les primes pour les joueurs. Oui, les primes de tel niveau pour les joueurs, je vous dis. Et les ministres qui viennent au département des sports savent que c'est le football qui est le nerf dans ce département. Donc, à la limite, les autres sports sont un peu négligés. On met pratiquement tout dans le football. Et c'est responsable au niveau du département. Leur souhait, c'est quoi? Mais c'est que l'équipe gagne. Parce que le football, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur facteur d'unité, d'union, vous voyez, pour le peuple. Notre pays, aujourd'hui, est dans une situation extrêmement difficile. Imaginez, le Cameroun est allé gagner en Algérie après avoir perdu à la maison. C'est là. C'est le cœur. Ouais, c'est le cœur. Le talent seul ne suffit pas. Il faut se dire qu'il y a 22 millions de Maliens derrière qui nous suivent et qui nous supportent. Quand il y a un match de football à la télé, même les aides ménagères, elles arrêtent tout pour venir regarder un match de football alors qu'elles ne connaissent rien là-dedans. Et souvent, elles piquent des crises. Mais le footballeur doit penser tout ça. Et l'encadrement et la fédération, ils doivent avoir des mots justes pour les galvaniser par rapport à ça. C'est pourquoi moi, j'ai toujours milité pour qu'il y ait des psychologues dans les équipes. Parce que souvent, nos jeunes, je ne dirais pas qu'ils sont inconscients, mais souvent, ils sont absents. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on perd un match de Coupe du Monde devant 60 000 spectateurs et qu'on est même en tête, dans un petit coin de la tête, d'aller s'amuser. C'était pour refouler ça, peut-être pour oublier, alors que ce n'est pas ça. Il faut se remettre d'abord en cause, hein, voilà, avant d'attaquer un prochain match, par exemple. Poker, à chaque fois que l'équipe perdait, il piquait une crise. Pour l'exemple. Et les autres étaient préoccupés par sa santé. Alors si je me rappelle, est-ce que ce n'est même pas mieux d'être un peu loin de cette équipe-là? Oui, Djibril Traoré, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire improviser, hein, peut-être un commentaire des matchs imaginaires, et puis après on va vous poser la dernière question rapidement. Oui. Je vais essayer, sur les pas de mon aîné encore, Abouakar Kanté, dont je suis un admirateur farouche. Oui. Donc ça, c'était à Yaoundé, en 1972. Le but du Mali. Il dit tacle manqué de Kidjan Diallo. Mokhtar Baïga bien placé, va envoyer le ballon sur Moussa Diakité. Moussa Diakité, récupération malienne. Va dribbler 1, 2, arme son tir, Matsima. Très beau but malien. Mokhtar Baïga, non, c'est plutôt Uteya. Moussa Diakité, de mettre tir de 25 mètres à renvoyer la rafale. Et Matsima n'y a vu que du feu. Mali 1, Cameroun 0. Ça, c'était la belle époque. La belle époque, hein? Oui, vraiment, c'était la belle époque. Nous, on a été bercés, hein, par votre voix. Hein? Et puis voilà, donc c'était
Et là, c'était vraiment des grands moments où on aimait suivre souvent les matchs, hein, voilà, les matchs des Aigles du Mali, hein, on se rappelle. Djibril Traoré, rapidement, et maintenant journaliste sportif brillant, hein, vous l'avez été. Hein. Aujourd'hui, vous êtes consultant. La relève à ce niveau aussi dans le milieu, les journalistes sportifs. Est-ce que souvent il vous arrive aussi hein, d'encadrer, de transmettre aussi hein, ce grand savoir-là aux jeunes, aux plus jeunes? Je crois que pour apprendre de quelqu'un, il faut d'abord être conscient de ses faiblesses. Et être conscient que cette personne peut vous donner quelque chose de son savoir. Et là, il faut du respect. S'il n'y a pas de respect, je ne donne pas ce que j'ai. Ça, c'est très clair. Et les jeunes d'aujourd'hui, excusez-moi de le dire, vous êtes parmi les meilleurs de votre génération parce que notre langue de travail, c'est le français. Quels sont aujourd'hui nos jeunes journalistes qui parlent correctement français? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il faut d'abord accepter de se former. Ça leur fait mal. Mais tant qu'on ne touche pas le mal du doigt, ça ne guérira jamais. Il faut le toucher. Il faut que les jeunes acceptent de se former. Parce que je suis effronté, comme on le dit, ça ne peut pas écrire une lettre. Hein. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment, comment dire ça en français, mais c'est comme ça. Ça veut dire que, comme on le dit en bambara, là, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas. Donc, il faut accepter d'apprendre, d'être humble. Respecter les gens. Vous savez, c'est important dans la vie. Et leur thème m'a sollicité le 6 octobre dernier, je crois, pour aller faire une formation de quelques heures, de transmettre, enfin, moi j'appellerais ça échange. J'ai échangé avec certains journalistes, c'était la première fois, c'était en octobre dernier. Et Bouni est en train d'en organiser aussi, peut-être sur 2 jours, pour que j'aille un peu échanger avec les journalistes de Bouni, pour leur transmettre un peu de ce que je sais faire. Ça, c'est important. C'est important, mais c'est insuffisant. Et moi, je suis fier de la carrière que j'ai accomplie. Hein. Je ne regrette rien du tout. Parce qu'au moment où je vous parle, peut-être qu'il y a beaucoup qui veulent me ressembler. Et quand les jeunes journalistes, même ce matin encore, Aminata Mariko, pour ne pas la nommer, disait publiquement à l'ORTM qu'elle est venue dans le journalisme à cause, par affection pour Djibril. Ça n'a pas de... Ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que c'est précieux. Voilà, ça c'est vraiment précieux. Alors qu'aujourd'hui, elle aussi, elle fait partie des journalistes reconnus. Alors ça, je dirais que pour des gestes comme ça, moi je suis très fier de ma carrière. Voilà. C'est une satisfaction morale. Parce que le journalisme ne donne pas, ça ne peut pas enrichir son homme, comme on le dit, hein, mais ça mène à tout. Et moi, mon expérience au consulat, je vais vous dire, mon consul c'était Mangal Traoré. Quand on arrivait au consulat, c'était très difficile, les cartes d'identité consulaires. C'était très, très, très difficile. Alors, après une année, Mangal, il m'a appelé dans son bureau. Il me dit, je vais te confier les cartes d'identité. Ça fait, les gens attendent 2 mois, 3 mois. Il m'écoute, je lui dis bonsoir. Et les gens attendent 2 mois, 3 mois avant d'avoir leur carte d'identité. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. J'ai dit, j'accepte à une seule condition, vous me donnez carte blanche d'organiser mon service comme je le veux. Je vais vous faire la carte d'identité en moins d'1 semaine. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et c'est l'occasion de saluer tous mes collaborateurs à l'époque. En 1 semaine, vous aviez votre carte d'identité.
On était en plein dans ça et puis on nous rappelle. J'ai dit, mais voilà. Ok, Djibril Traoré, pour la transition est toute trouvée, hein, pour parler peut-être un peu de politique. Aujourd'hui, on parle de Malikoura, on parle de refondation. Justement, un regard hein, sur l'actualité politique, hein, voilà, sur cette transition, par exemple. Je crois que il n'est pas intelligent de ne pas supporter cette transition. Moi, je pense. Parce que notre pays est dans le gouffre. Je pense qu'on doit se donner la main tous pour sortir le pays d'abord du gouffre et ensuite se battre pour les postes. Moi, je pense. La politique, en fait, moi, dans mon entendement, c'est quoi? Je ne suis pas politique, je ne milite pas dans un parti politique. Mais moi, la politique, c'est de servir les autres et faire avancer le pays. Moi, c'est comme ça que je comprends la politique. Et aujourd'hui, la transition qui est là, avec les petits moyens qu'ils ont, avec la pression qu'elles ont, du moins les autorités là, elles sont obligées de faire tout dans le sens de l'intérêt du pays. Il faut que les gens le comprennent. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire, ces autorités. Et moi, je pense qu'il est temps d'arrêter les débats qui n'ont pas de sens. De chercher d'abord, parce que moi, ça veut dire que vous avez un pays. Hein. Il faut d'abord qu'on arrive à sortir le pays de là. Au terme de cette transition, ceux qui vont venir ne pourront pas faire moins, sinon le peuple va se révolter. Voilà. Donc le souhait de tout le monde doit être que la transition nous mène à un niveau important. Comme ça, ceux qui vont venir vont nous tirer encore vers le haut. C'est comme ça que je comprends. Djibril Traoré, avant dernière question, vous avez présenté le journal télévisé au niveau de l'ORTM à la chaîne nationale pendant 5 ans. Quel souvenir gardez-vous de cet exercice qui n'est pas facile, voilà, le journal télévisé? Vous en savez quelque chose. C'est très très difficile, mais il faut en être conscient. Je vais vous dire quelque chose. Quand moi je présentais le journal, d'abord c'est à mon retour de l'école, de ma formation, parce que moi j'ai travaillé avant d'aller me former, après je suis revenu. Je suis venu coïncider avec la conférence nationale. Daouda Ndiaye, qui nous suit certainement, il dit, Djibril, viens ici. Parce que je connaissais, on a travaillé ensemble. Il me dit, viens ici. Il me dit, bon, tu es sur la conférence nationale. Il met mon nom. Djibril Mbod, j'étais le rédacteur en chef. Je prends mon badge. J'ai dit, je vais faire quoi? Et il va faire quelque chose. Je suis parti, je suis allé faire les à côté. À la conférence nationale, il y avait déjà une équipe sur, comment on appelle, de couverture. Je suis allé faire les à côté, je suis venu avec l'élément, ils l'ont apprécié, à sa juste valeur. Et après, 1 semaine, 2 semaines, Daouda me dit, il faut que tu présentes le journal de 13 heures. Je n'avais pas peur parce que j'avais déjà l'habitude de présenter non seulement les émissions sportives, mais à l'école, on le faisait aussi. On présentait le journal parce qu'il n'y a pas d'école de journalisme sportif, c'est le journalisme tout court. Alors, moi, quand j'étais du journal, au vu de tout ça, je sais que s'il n'y avait pas de téléprompteur à l'époque, je venais le matin à la conférence de presse. J'étais très, très, très matinal. Je venais encore ou bien à 7, je le suis un peu moins. À 7 heures déjà, j'étais à l'ORTM. Les Salif Sanogo, les Khalifa, ils nous ont trouvés dans ça, ils nous ont suivis dans ça aussi. À 7 heures, j'étais là. Je participais à la conférence de rédaction le matin. Je repartais à la maison. Je m'habillais et je revenais à midi. Et les gens étaient étonnés. Mais déjà, toi, tu es là. Je courais derrière tout le monde pour mon chapeau. Je reprenais certains chapeaux, mais en gardant l'idée. Et je faisais le tour des journalistes pour leur montrer ce que j'avais écrit. Comme ça, si je me plante, nous nous sommes plantés ensemble. Le soir, je suis seul devant la caméra, mais c'était un travail collectif. C'est comme ça que j'avais compris. Et ça avait payé. Parce que si tu te familiarises avec le texte, tu n'as pas besoin d'avoir toujours la tête baissée. Parce qu'il n'y avait pas de téléprompteur à l'époque. Et j'avais été nommé en même temps chef du service des sports. À un moment donné, j'ai dit non, moi je vais partir là. J'ai dit je vais faire un choix. Et quand j'ai décidé de sortir, anecdote, du journal, il y a l'ambassadeur
de l'Allemagne à l'époque, qui est venu à la direction, dire que non, mais ce monsieur, pourquoi il ne fait plus le journal? Parce que lui, au moins, il se rabaisse au niveau de l'auditeur moyen. Tout le monde comprend ce qu'il dit. Effectivement, moi, c'était le président de l'indicatif. Voilà. C'est ça, je bonne garde. Articulation, voilà, bonne élocution, hein, une belle diction. Exactement, je garde vraiment ce. En tout cas, si vous êtes une fierté pour nous, hein, de France, Djibril Traoré, on vous suivait. C'est réciproque par le temps qui court. C'est voilà, réciproque par le temps qui court. Merci beaucoup, Djibril. Est-ce qu'il y a un message pour les nombreux fans du foot, hein? On le sait, il y a des supporters des Aigles du Mali. Quel message ce soir pour ces admirateurs inconditionnels, hein, supporters des Aigles du Mali? La violence ne mène nulle part. La violence ne mène nulle part. Vous savez, mon défunt papa avait l'habitude de me dire, vous me permettrez que je le dise en bambara, ko ika shika mone, okoksa ika shika nemisa. Tout ce que tu fais dans la vie, avant d'agir, il faut réfléchir. Si c'est pour regretter après, ce n'est pas la peine que tu le fasses. Mieux vaut rester fâché que de regretter après. Donc vraiment, la violence ne mène nulle part. Ce que les Nigérians ont fait aujourd'hui, ils regrettent déjà. Hein? Parce que qu'ils le veulent ou non, ils vont être sanctionnés. Il y a eu mort d'homme. Et ils ont tout cassé. La FIFA et la CAF ne laisseront jamais passer ça. Ils vont regretter. Nous, nos spectateurs ont compris. Peut-être c'est la sensibilisation qu'on a faite, je ne sais pas, mais ils ont compris. Il faut que tout le monde incite ces dirigeants-là à travailler plutôt qu'à s'enliser dans des querelles de place, de poste, des querelles intestines qui nous mènent nulle part. Et encore une fois, il faut que les uns et les autres qui sont aux affaires et qui ne sont pas aux affaires sachent qu'on ne vient pas dans le football pour s'enrichir, c'est du bénévolat. Voilà. On ne vient pas au sport pour s'enrichir, hein, c'est du bénévolat. Ce sont là les derniers mots de notre invité, hein, Djibril Traoré, hein, journaliste, consultant. Mesdames, Messieurs, hein, Djibril, c'était un plaisir, hein, de partager cet entretien avec vous. Le plaisir est partagé. Merci. Bon, mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours au renouveau programme de Djoliba TV News. On va certainement se quitter avec ce court extrait de notre passage souvenance de notre invité Djibril Traoré, la réalisation. Dès que c'est prêt, on va se quitter avec cet extrait, un commentateur hors pair, Djibril Traoré, une fierté malienne. On va se quitter avec ce petit son. Voilà, commentaire. À mon avis, à part tout à l'heure des éclairs de Tokoto et Léa, il va sans dire que l'ombre de Salif Keita plane sur ce stade où le grand seigneur d'Afrique de l'Ouest n'aura pas pu apporter son concours à la suite d'un accident et son équipe actuellement à la merci d'erreurs défensives se défend contre vents et marées. Tokoto, de l'extérieur V, non Manga, mauvaise récupération et la balle va sortir pour un corner. Le corner part, les Maliens sautent, Tokoto intervient de la tête. Essaye d'amorcer la contre-attaque. Lance Léa dans le boulevard. Léa court. Le slalom est entamé. Léa entre dans la zone de vérité. Très beau tacle malien. Moké Diané d'un tacle glissé. Extrait de danger sur cette pénétration absolument dangereuse de Léa. En toute liberté.